le veuille ou non, les hommes et les femmes ne sont décidément pas les mêmes. Au-delà des clichés, les différences sont là. À part celle évidente de la morphologie, il y a toutes sortes d'autres disparités. Elle et lui réagissent différemment, se comportent différemment et n'ont pas forcément les mêmes aptitudes. Statistiquement, elle est plus habile de ses mains. Elle a un vocabulaire plus riche, un meilleur odorat, une ouïe plus fine. Elle distingue mieux les goûts, mais elle est plus vulnérable à la boulimie et à la déprime. Toujours selon les statistiques, il trouve plus facilement le nord, il est meilleur en géométrie spatiale et plus habile au lancer de fléchettes. Mais il a pas mal de problèmes avec les mots. 4/5 des dyslexiques et 3/4 des bègues sont masculins. Pour savoir comment se manifestent ces différences de comportement, 55 mètres. Nous avons fait passer des tests scientifiques à 4 hommes et 4 femmes qui se sont prêtés au jeu. Reste à savoir d'où viennent ces disparités. Comme on le verra ce soir, elles résultent de l'éducation et de l'apprentissage des rôles qui commencent très tôt. La preuve avec cette simple expérience. Il suffit de déguiser un bébé garçon en fille pour que les adultes lui donnent inévitablement une poupée rose. Vous verrez comment fonctionne le conditionnement social, mais vous découvrirez aussi que les différences entre elle et lui ont une origine biologique. Sous l'effet des hormones, les comportements se féminisent ou se masculinisent. Un chercheur britannique a même démontré que dès leur premier jour, les bébés garçons sont plus intéressés par les objets que les bébés filles qui préfèrent les visages. Certaines différences de comportement seraient donc innées. Une psychologue américaine a d'ailleurs révélé que les jeunes singes mâles sont attirés par les camions alors que les petites guenons aiment mieux jouer à la poupée. Et en observant des athlètes, un professeur a découvert que la taille des doigts est un indice de la testostérone. Un annulaire grand est le signe de capacité dite masculine. Pas étonnant que les hommes de pouvoir et certaines femmes de tête aient le doigt long. Bonsoir. Entre Jane et Tarzan, Ève et Adam, ou plus près de nous, Monique et Jean-Pierre, il y a pas mal de différences de comportement, d'attitude et d'aptitude. C'est une évidence démontrée scientifiquement. Mais quand on parle de ces différences, il faut mettre des gants. Le sujet est sensible et les avis sont très partagés. Il y a ceux qui affirment que les comportements masculins et féminins sont innés et sont donc là avant notre naissance, alors que d'autres sont persuadés que tout vient de l'éducation. Ce soir, on va explorer plusieurs pistes et entendre des avis contrastés. Mais pour commencer, on va voir très concrètement ce qui distingue les hommes et les femmes dans la vie quotidienne. 4 d'entre eux et 4 d'entre elles ont accepté de se livrer pour nous à toutes sortes d'expériences. Nous avons ainsi pu mesurer leur habileté. Moyennement masculin ou très viril, modérément féminine ou hyper nana, lorsqu'on demande à nos 8 spécimens de se situer eux-mêmes sur l'échelle des genres, les réponses sont très variées. Gianni, cadre, latin jusqu'au bout des ongles, se voit parmi les plus virils des hommes. Je me sens très masculin, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de masculin en vous? L'attitude, le comportement, la façon de communiquer est différente. Voilà, c'est ça. Vous êtes très compétitif? Oui, j'adore ça. J'ai besoin de compétition. Allez, top, top! Allez! Son esprit compétitif, Gianni en profite pleinement sur les terrains de foot où il vient encourager son fils. Le rôle du supporter, c'est par excellence celui du papa. Frédéric, lui, est fan de rugby et il affiche fièrement sa virilité. Pourtant, Frédéric est un homme au foyer, un vrai papa poule. Chaque jour, il fait le goûter. Et celui qui perd son morceau, il y a un gage. Et supervise les devoirs des enfants du village. Je prends pas ça comme un rôle typiquement féminin, je veux dire c'est un rôle de parent. Élargi à d'autres enfants, mais ça reste un rôle de parent, quelque part. Ça fait partie de moi, je suis comme ça. Mais vous vous sentez homme?
Oui, c'est sûr. Marques publicitaires se sent aussi dans la peau d'un vrai mec. Il s'attribue une note élevée de masculinité qu'il entretient assidûment. Ça fait presque 18 ans que je fais du fitness. J'aime bien déjà me défouler après une journée de travail et puis en fait avoir un petit peu de masse musculaire. Ça peut aider dans certaines situations où par rapport, peut-être on se fait peut-être plus respecter ou je sais pas. Fred, électricien et danseur de salsa, se place au beau milieu sur l'échelle des genres et il rigole volontiers de sa virilité. Qu'est-ce qui est masculin en moi? Je sais pas, moi je transpire la masculinité. Son lieu de travail, les ports et les chantiers navals. L'électricité sur les bateaux, c'est vrai que c'est un monde un petit peu à part et c'est vrai qu'on est plutôt que des mecs, effectivement. Et puis ouais, j'ai toujours aimé me faire secouer, alors du coup j'ai choisi l'électricité. Comme Fred, Anaëlle se positionne exactement à mi-chemin entre les profils hommes-femmes. Pas étonnant, elle exerce une profession étiquetée masculine, conductrice de poids lourd, tout en revendiquant sa part de féminité. Ouais, au début, tout le monde me disait que je voulais pas y arriver, que c'était pas un métier de fille, et puis que j'allais jamais tenir 3 ans. Puis, ben, ça fait 3 ans que je suis là-bas, et puis ça se passe très bien. Quand je suis au boulot, je suis vraiment avec les garçons, tout ça. Puis je suis en sortie, ben, je suis une vraie fille. Au boulot, je me casse un ongle, c'est pas grave. En sortie, je me suis cassé un ongle, c'est la fin du monde. Agnès, gérante de fortune, se positionne elle aussi au milieu de l'échelle. Peut-être parce qu'elle a les mêmes responsabilités que ses collègues masculins. Mais le soir venu, quand elle enfile ses escarpins, elle devient Cendrillon, 100% femme. C'est une danse de macho, donc c'est l'homme qui décide de tout dans le tango. Il faut attendre que monsieur donne l'ordre. Moi, ça me plaît beaucoup, ouais. Donc voilà, j'ai ce côté aussi féminin, voilà, c'est que j'aime qu'un homme prenne les devants, voilà. Corinne, mère au foyer, se voit dans la bonne moyenne des femmes. Maman de jour d'une petite fille, elle élève aussi 2 garçons. Avec son mari, ça fait 3 mecs. Les différences, elle les vit au jour le jour. Nous, on va chercher des petites choses en disant, chercher le pourquoi du comment, mais quand t'as dit ça, t'as voulu dire quoi et tout ça, alors que les hommes, ils prêtent moins attention à ce genre de détails, je pense. La deuxième Corinne, secrétaire médicale à temps partiel, se considère comme très féminine, avec tout ce que ça implique. Lorsqu'elle est chez elle, elle assume avec zèle la répartition sexuelle des tâches. C'est moi qui fais les valises, mais c'est jamais moi qui mets les valises dans le coffre. Quand on fait un barbecue, je prépare ce qu'il faut faire griller, mais c'est pas moi qui m'occupe du barbecue. Ces volontaires vont participer à une série de tests, tous basés sur des recherches scientifiques. Objectif, mesurer les différences de comportement homme-femme. Filmés par des caméras cachées, ils sont accueillis dans une salle d'attente où ils ont plusieurs magazines à choix. Science et vie, Compétences Mac, Marie-Claire, elle. Pas de surprise, chacun et chacune choisit le journal qui lui était destiné, sauf Jenny qui lit Voici. Deuxième test, l'image d'une automobile est projetée face au spécimen. Se souviennent-ils de ce qu'il y avait sur l'écran? Oui, avec une voiture de sport. Il y avait une voiture blanche, une voiture de sport. Il y avait un écran. J'ai pas vu. Troisième test, la salle d'attente est décorée d'affiches de cinéma. Qui, des hommes ou des femmes, s'en souviendra le mieux? Il y avait une affiche de Platoon. J'ai remarqué celui-là de James Bond, qui c'est un faux. Il y avait James Bond, Kill Bill. Après, sur la gauche, c'était Fidélité. Il y en avait un qui était juste en face de moi, c'était quoi? Je saurais plus dire. C'était James Bond, preuve que les hommes sont plus attentifs à leur environnement, tandis que sur ce plan, les femmes ont plutôt la mémoire courte. J'ai pas forcément regardé, non. Par contre, je me rappelle du prénom de la personne qui était là. Cette personne, c'est Anne-Catherine, une comédienne que nous avons fait passer pour une participante au test.
Elle porte une coiffure originale et quelques accessoires vestimentaires voyants. On l'installe dans la salle d'attente pour tester la mémoire des spécimens. Alors, comment était-elle habillée? Une robe violette. Puis autrement, vous vous rappelez ce qu'elle avait? Un collier, des boucles d'oreilles, un bracelet, les cheveux roux, coupés carrés. Oui, elle a une espèce de robe violette, comme ça. Elle a un petit peu les cheveux, pas roux, mais si un petit peu roux. Et puis elle portait des bottines. Ouais, elle avait un collier, je crois, oui. Elle avait une fleur orange là. Elle avait mis un pull à col roulé. Elle a les cheveux roux. Elle avait un gros bracelet un peu bordeaux, comme ça. Elle a mis des bottes brunes. Elle était en jupe, peut-être violet. Et sa coupe de cheveux, c'est une rousse. Un haut violet et un pantalon noir. Je ne pas regarder plus, je l'ai pas dévisagé non plus. Elle avait aussi une broche, je crois, non? Moi, j'ai pas fait attention à ça. Ouais, il me semble qu'elle était habillée d'une couleur saumon ou claire. Puis elle portait des accessoires? Ah, j'ai pas fait du tout attention. Alors. Les différences entre les mémoires masculines et féminines ont été étudiées de près par plusieurs chercheurs, dont une psychologue suisse. Donc les résultats qu'on trouve, c'est que les femmes se souviennent plus facilement de tout ce qui a apparence de l'autre par rapport aux hommes. Et puis l'interprétation qu'on peut donner, c'est que les femmes ont en général un intérêt, une attention à l'autre, à l'interlocuteur. Ça correspond un tout petit peu aussi aux stéréotypes des femmes, parce qu'on dit que les femmes sont des spécialistes en l'interpersonnel comparé aux hommes. Donc je pense que nos résultats montrent que le stéréotype peut aussi s'avérer correct dans certains cas, par exemple dans ce cas de souvenir des détails de l'apparence de l'autre. Autre stéréotype, le sens de l'orientation des hommes. D'après diverses études, il repère mieux les points cardinaux. Nos spécimens masculins en sont convaincus. J'ai pas de problème pour, même dans une ville que je connais pas, d'aller à tel endroit, je me trouve. Moi, je pense qu'on a nettement plus le sens d'orientation sur certaines choses. Je sais pas, ça dépend de quoi, la situation où on est, où on se trouve. Souvent, les femmes se perdent en ville et puis la rue est à côté. Voilà, ça c'est souvent, oui. Souvent, une femme au volant, elle ne sait pas exactement où elle doit aller, ou quand on sort d'un magasin, un homme, il sait souvent, ouais, on va par là, avec la femme, des fois, elle partirait un peu dans la fausse direction. Pour vérifier les prouesses des mâles, rien de mieux qu'un petit test d'orientation, avec un parcours qui mène à un trophée, un mammouth en plastique déposé au milieu d'une place de jeu. Chaque spécimen reçoit des instructions précises avec les directions à suivre. Le premier cap est à l'est. Ok, alors allons-y. Les 3 champions de l'orientation partent dans la bonne direction, mais Fred, pourtant très sûr de lui, se retrouve dans le mur. Gianni, lui, ne sait carrément pas où aller. Je suis perdu. Vous êtes perdu? Complètement perdu? Quant à Marc, après avoir fait un bon bout de chemin, il perd totalement le nord-est. Je n'ai pas dû partir du tout depuis le départ dans la bonne direction, donc je pense que je vais abandonner ici, parce que je ne pense pas que je vais y arriver. Au final, 3 de nos spécimens mâles se retrouvent dans les choux et pas de chance pour nous, leurs piètres performances contredisent les statistiques. Mais sur un point, ils se comportent en vrais mecs. À défaut d'être les as de la boussole, ils décrochent la palme de la mauvaise foi. Ouais, vous nous aviez annoncé un grand sens d'orientation, mais finalement... Ouais, c'était pas le bon jour. Le test d'orientation, j'ai été déçu de ma prestation, mais c'est parce que le test était un peu bidon, quoi. Ah non, là, ça me correspond pas. Parce que d'habitude, je trouve facilement, je trouve une solution toujours pour trouver une adresse, une rue, une ville, un village, même une personne. Mais alors là,
Je suis étonné. Si les mâles ne sont pas terribles, que valent les femmes? Eh bien, c'est encore la surprise. Contrairement aux clichés et aux études scientifiques selon lesquelles les femmes ne savent pas lire les cartes, 2 de nos Speciwomen ne perdent jamais l'ouest. Qu'est-ce que ça dit encore? Ouest, 25 mètres. C'est où l'ouest? Là-bas. Alors on y va. Ouais. Corinne, femme au foyer, est une véritable boussole sur pattes. Ah, le mammouth est là. Vous avez vu le mammouth? Oui. Anaëlle, la conductrice de camion, a un GPS dans la tête. Je crois qu'Anaëlle a vu le mammouth. On va où? Heureusement pour la crédibilité des statistiques, les 2 autres Speciwomen de notre échantillon se comportent comme dans les recherches universitaires. Agnès et Corinne sont totalement paumées. C'est plutôt bar ici, d'après vous. Mais ouais, mais j'ai fait que 15 mètres. Il me manque 5 mètres. Faudrait que je descende, mais ouais, j'aurais été plus par là, peut-être. En fait, c'est plutôt par là. C'est quelque chose de... Pour moi, c'est très confus. Hein. Oui, on m'a jamais lâché dans une forêt, puis j'ai dû me repérer. Donc moi, j'ai plutôt tendance à suivre que le contraire. On est complètement faux. Je sais bien ce qui me semblait. Ah, oui, on est à l'opposé, c'est ça? On est à peu près à l'opposé, effectivement. Ouais. J'aurais dû écouter mon autre moi. Ouais, c'est ça. Je pars avec des copines quelque part, elles le savent toutes. Hein. Et en plus, j'essaye, je suis persuadée, je dis, mais là, c'est à droite. Elle dit, oui, oui, c'est ça. Elles prennent tout à gauche. En fait, elle dit, oui, oui, d'accord. Je dis, mais je te promets que c'est à droite, je suis sûre, mais... Non, mais c'est en fait, elles ne m'écoutent jamais parce qu'elles savent très bien que c'est tout faux. Ça fait ouest, 25 mètres. Frédéric sauve l'honneur masculin et trouve facilement le chemin qui mène au mammouth. Les capacités masculines en orientation sont plus qu'un cliché. Elles ont peut-être une origine hormonale. Diverses études sur les rats ont démontré que la testostérone améliore les aptitudes d'orientation. Placés dans un labyrinthe, les mâles ont tendance à se repérer plus facilement. Et les femelles s'orientent différemment si on leur injecte de la testostérone. Les différences d'aptitudes spatiales sont moins évidentes chez les humains. Mais en moyenne, les hommes ont une meilleure perception de l'espace. Démonstration avec cet objet dessiné en 3 dimensions qui est reproduit dans ces 2 croquis sous une autre perspective. Les spécimens doivent identifier quels croquis correspondent à l'original. La tâche n'est pas facile. A et B, je dirais. Dans l'ensemble, les hommes s'en sortent bien. Je dirais le A et le B. Bah, je dirais déjà, à première vue, le A. Le A. Et puis... Les femmes, elles, sont nettement plus perplexes. Le D, mais je suis pas sûre. Mon Dieu... Je dirais B. Pour le... Ouais, B. 2, il y en a, vraiment? Il y en a 2, ouais, il y en a 2. Passons maintenant au lancer de fléchettes, une épreuve classique pour mesurer les différences de genre. D'après les statistiques, les lanceurs sont nettement meilleurs que les lanceuses. Cette différence de performance est déjà manifeste à un très jeune âge lorsque filles et garçons ont la même force musculaire et qu'ils n'ont aucune expérience des fléchettes. Au final, les résultats de nos spécimens sont nets, 56 points pour les femmes, presque le double pour les hommes. Récapitulons les résultats. Si on dispose les spécimens de gauche à droite, depuis les compétences les plus féminines jusqu'aux aptitudes les plus masculines, la répartition homme-femme varie beaucoup selon les tests. Quand on mesure la mémoire de l'apparence, on retrouve les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Mais pour le sens de l'orientation, c'est le grand brassage. Pour la perception de la rotation en 3 dimensions, la répartition reste assez mixte, sauf aux extrémités. Et l'épreuve du lancer de fléchettes confirme les capacités particulières des hommes. Une habileté qui remonte peut-être à la préhistoire, quand les chasseurs ont commencé à se servir de projectiles. D'après certains paléanthropologues, les rôles étaient déjà distribués.
Pendant que les hommes chassaient, les femmes cueillaient les fruits. La prise en charge des enfants limitant leurs mouvements. Au fil des millénaires, des capacités spécifiques à chaque sexe se seraient donc développées. À force de pister le gibier, les hommes auraient acquis un meilleur sens de l'orientation, tandis que les femmes, à force de dénicher les baies, auraient appris à repérer les petits objets et acquis des aptitudes de mémorisation. Une virtuosité qui aurait laissé quelques traces parmi toutes celles qui dénichent les meilleures affaires au solde et qui détectent immédiatement un carré de beurre dans le frigo. À la différence de ceux qui excellent dans l'allumage du barbecue et le découpage du gigot. La maîtrise du feu et la découpe de la viande serait donc quelque chose d'inscrit en nous depuis toujours. Ce genre d'explication ne convainc pas tout le monde. Nombreux sont ceux, et surtout celles, qui ne cautionnent pas l'idée que les comportements masculins ou féminins soient hérités de nos ancêtres. Ils sont convaincus que toutes les différences qu'on voit dans les cours de récré entre les garçons et les filles sont uniquement dues à l'éducation et au conditionnement social. Mais vous aimeriez être des garçons? Non. Non. Voilà. Non. Non. Pourquoi? J'aime pas le foot. Si on vous proposait de tout d'un coup devenir des filles, qu'est-ce que vous croyez? Non, jamais. Parce que pendant que vous jouez au foot, elles font quoi les filles, elles? Elles jouent au loup. On sait pas, on le bougie. Elle parle. Elle m'a dit que son chien, elle avait fait caca partout. Ouais. Eux, quand ils sont au terrain de foot, bah, nous, on se met sur les barrières et on discute. Parce qu'on a toujours quelque chose à dire, même en classe. Les filles sages qui papotent, les garçons qui gigotent. C'est vraiment le résultat de la socialisation différenciée actuellement proposée aux filles et aux garçons. Par exemple, on sait que les petits garçons sont plus nombreux à faire du foot que les filles. Bien, effectivement, faire du foot ou faire des sports d'équipe de ce type-là va faire qu'on doit regarder les joueurs dans un espace en 3 dimensions pour pouvoir se faire au mieux les passes avec le ballon, etc. Et là aussi, ça va produire des connexions neuronales différentes dans le cerveau. C'est comme ça, tu tournes et après, tu recommences ça. Vous avez compris? Oui. Bon, la fille aura plus d'occasions de s'exprimer, d'être corrigée. Et voilà pourquoi, effectivement, la plupart du temps, oui, elles sont plus précoces au niveau langage que les garçons. Mais c'est pas pour autant que ce soit inscrit dans les gènes. On a l'impression que les choses ont changé, mais en fait, les choses, elles n'ont pas changé. Surtout dans le monde de l'enfance. Vraiment, je tiens à le préciser. La société actuelle, elle est mixte, effectivement, mais si vous allez regarder un magasin de jouets spécialisé, vous voyez très clairement que les enfants arrivent dans un monde qui n'est pas mixte. C'est-à-dire que ce qui est vendu au rayon filles et ce qui est vendu au rayon garçons, c'est pas du tout pareil. Ça évoque très clairement des représentations différentes du masculin et du féminin. Les parents, les membres du corps enseignant, tous les professionnels de la petite enfance ont vraiment l'illusion d'agir de manière strictement identique avec un garçon et avec une fille. La recherche met clairement en évidence que non. Inconsciemment, on agit de manière différente avec les filles et avec les garçons. La preuve est apportée par cette expérience. Au premier acte, on met à disposition une dizaine de jouets masculins et féminins pour distraire Arnaud, 10 mois, une vraie frimousse de garçon. 3 spécimens sont invités à proposer un jouet à Arnaud. Que vont-ils choisir? Un camion, bien sûr. Un ours rose? Non, une voiture. Et pour finir, le jeu d'adresse. Et voilà. Ça va, Arnaud? Deuxième acte, on change de costume. Arnaud enfile une robe et devient Léa, une vraie petite fille. À nouveau, 3 spécimens entrent en scène. Que propose-t-il à Léa? Une poupée, évidemment. Puis un ours
Rose, bien sûr. Regarde, celui-là, il est rose, il est sympa, il a des gros yeux. Et le jeu d'adresse, mais finalement, on revient quand même à la poupée. Oui, il a une lolette comme ça. Moralité, c'est l'habit qui fait le bébé et il est diablement difficile de distinguer Arnaud de Léa. Avec les années, ça n'est pas plus facile. Les enfants ont beau grandir, ils sont toujours aussi semblables. Filles ou garçons, ça ne saute pas aux yeux. Il faut qu'ils enlèvent leur foulard pour qu'on découvre Luna, Adrien, Clémentine et Léonard qui démontrent que jusqu'à la puberté, les visages se confondent. Les 4 vont nous servir de figurants pour une expérience qui en dit long sur l'énorme influence de l'apparence vestimentaire. Pour les besoins du test, Luna, Adrien, Clémentine et Léonard acceptent de revêtir des habits et de porter des accessoires du sexe opposé, des boucles d'oreilles, un ballon ou un collier. Puis chacun est pris en photo habillé en garçon et en fille. Anne Daflon-Novel, psychologue sociale, présente les photos à des jeunes enfants de 3 à 5 ans. À cet âge, ils ont une vision surprenante de l'identité sexuelle qui, pour eux, n'a rien à voir avec le zizi. Pour de vrai, à ton avis, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Une fille. Et comment tu sais que c'est une fille? Parce qu'il a une veste comme ça. Parce qu'il a une veste comme ça. D'accord. Alors maintenant, je vais te montrer une autre photo du même enfant. Sur cette deuxième photo, à ton avis, pour de vrai, c'est une fille ou bien c'est un garçon? Un garçon. Et est-ce que tu peux me dire, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est un garçon? Parce qu'il a un ballon. Parce qu'il a un ballon dans la main? D'accord. Mais comment tu sais? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un garçon sur cette photo? Tu peux montrer avec tes doigts si tu veux. Hein. Parce qu'il a un ballon de foot. Oui. Il a des chaussures. D'accord. Des chaussures comment? Ben, de foot. Hein? D'accord. Et alors, sur cette image-là, tu m'as dit que c'était une fille ou que c'était un garçon? Une fille. Parce qu'il a une robe. Après, il a des pantalons de fille. Après, il a des chaussures de fille. D'accord. Il a une sac de fille. Il a une tête de fille. Il a une gorge de fille. D'accord. Mais pour de vrai, sur cette photo-là, c'est une fille ou c'est un garçon? Pour vrai, c'est vraiment une fille, en tout cas. Ah, pour de vrai, c'est vraiment une fille. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi? Parce que nous, on met jamais... Parce qu'en fait, elle a aussi des barrettes ici. Et puis nous, on met jamais ces trucs noirs comme ça. Et puis on n'a pas le pull violet. Ils ne font pas des collants. Ni des chaussures comme ça. Ah d'accord. Ici, c'est vraiment une fille et ici, c'est vraiment... un garçon. Tu t'étais déguisée en quoi? En Cendrillon. Deuxième test, le choix d'un costume de carnaval. Étonnamment, et même si ça lui fait mal au ventre, l'enfant accepte qu'en se déguisant, il va changer vraiment de sexe. Si tu mets cette robe, t'es une fille ou t'es un garçon? C'est une fille. Si tu mets cette robe, t'es une fille. Et si tu mets... Donc ça, ce sont des déguisements, hein, on est d'accord, c'est des robes de princesse. Alors ça, si je me déguise en ça, je suis vraiment un garçon. Ta sœur, si on lui prête ton pull, ton jeans et tes baskets, c'est une fille ou c'est un garçon? Un garçon. Pour eux, c'est normal que ce sont les habits, les accessoires qui font le sexe. La longueur des cheveux aussi, ça c'était particulièrement frappant. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on sait en termes développemental, que pour un enfant, des cheveux courts, ça veut dire être un garçon, des cheveux longs, ça veut dire être une fille. Et que selon si on met une perruque ou selon si on se coupe les cheveux, on va changer de sexe. Si ton frère se laisse pousser les cheveux, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une fille. Ce sera une fille? Puis toi, si tout d'un coup tu vas chez le coiffeur et qu'on te coupe les cheveux, qu'est-ce qui va se passer? On va pas le faire, hein, t'inquiète pas. Je serai un garçon.
Et pour eux, c'est fondamental de respecter et de ne pas tricher avec ça. Ils savent que, on l'a bien vu quand on leur a posé la question, ils savent qu'ils sont un garçon ou elles sont une fille, mais on n'a pas le droit de tricher avec ça. Donc on n'a pas le droit, on s'interdit de mettre les accessoires étiquetés du sexe opposé. Cette rigidité rend les petits mômes particulièrement sensibles à l'étiquetage sexuel qui commence de plus en plus tôt. Aujourd'hui, c'est déjà au berceau que les bébés sont déguisés en filles ou en garçons. Ce n'était pas le cas dans le passé lorsque les petits mecs étaient vêtus de rose et de dentelle et que presque tous les enfants de moins de 5 ans portaient des robes sur les photos de classe. Si on se transpose 30 ou 40 ans en arrière, les objets dévolus au monde de l'enfance étaient passablement neutres. Si vous pensez aux vêtements, vous avez des petits bodys, des petits pyjamas de couleur basique, neutre. Si vous pensez par exemple au petit vélo, le petit vélo avec 2 roues derrière qu'on utilise vers l'âge de 3 à 4 ans pour apprendre à faire du vélo, eh bien, ces objets-là étaient neutres. Actuellement, il suffit d'aller dans les magasins qui vendent des vélos pour se rendre compte que vous n'allez plus trouver ce petit vélo neutre. Vous allez trouver le vélo Rose Barbie ou bien le vélo Spider-Man. Enfin, ce qui est proposé aux enfants dans les premières années de vie est devenu de plus en plus sexué. Sous l'effet du marketing, la sexualisation est omniprésente. Tout l'environnement quotidien, notamment la décoration des chambres, est dûment étiqueté fille ou garçon. Mais l'éducation n'est pas toujours aussi décisive que ça. La preuve, cette incroyable histoire survenue dans les années 70. À l'âge de 8 mois, Bruce et son frère jumeau sont circoncis. L'opération de Bruce rate. Il perd son pénis. Les parents s'adressent à un célèbre psychiatre qui leur propose de castrer leur petit garçon et de le transformer en fille. À 2 ans, Bruce devient Brenda. À part les parents et le psychiatre, personne d'autre n'est au courant. Brenda est élevée comme une petite fille, comme si elle était la jumelle de son frère. La métamorphose semble parfaite et le médecin proclame fièrement qu'il est possible de fabriquer de toutes pièces l'identité sexuelle d'un enfant. Mais en voyant jouer sa fille, la mère de Brenda se pose des questions. J'ai toujours eu des doutes parce que c'était tellement évident pour tout le monde. Et pas seulement pour moi qu'elle était masculine. Malgré son éducation, Brenda commence à manifester de l'intérêt pour les jouets de garçons. Au début de la puberté, c'est la crise. De plus en plus mal à l'aise, ses parents finissent par dire la vérité à Brenda. Elle demande alors de redevenir un garçon et se fait appeler David. Après quelques années, David révèle publiquement la curieuse enfance qu'il a vécue. J'avais une petite machine à coudre. Et j'avais aussi des poupées et des habits Barbie. Mais mon frère était très généreux et il me prêtait des jouets pour que nous nous amusions ensemble. Il voyait à quel point j'étais malheureux et il me laissait utiliser ses jouets. L'histoire finit tragiquement. Désespéré, David se suicide juste avant ses 40 ans. Son cas exceptionnel est une démonstration que malgré la culture, malgré l'éducation, la nature peut reprendre le dessus. Une nature profonde qui transparaît parfois dans la vie quotidienne des petits garçons et des petites filles. Illustration dans une crèche genevoise à l'heure des Jeux en plein air. Avec un bébé. Poussette pour les unes. Evan, qu'est-ce que tu veux? Moto pour les autres. Les préférences sont tellement typées qu'on pourrait croire à une mise en scène. Alors il n'y a plus de moto. Prêt? Partez! Et pourtant, promis juré, les choix des garçons et des filles étaient totalement spontanés.
Moralité, chasser le naturel, il revient à moto. Autant on a voulu au départ que les enfants aient les mêmes jeux, autant on se rend compte maintenant que leurs besoins sont différents. Oui, le garçon a plus tendance à se construire par le mouvement, à apprendre à s'arrêter, à faire un mouvement, le gérer, à grimper, à sauter, à apprendre à maîtriser ces mouvements-là. Il y a cette tendance à vouloir justement être le plus fort, être le plus grand, vouloir passer en premier, par exemple, sur le toboggan. Pour répondre aux besoins spécifiques des petits mecs, la crèche propose un jeu très ritualisé, un combat à l'épée qui permet aux garçons de se défouler et de laisser sortir leur agressivité. Mais égalité oblige, les petites filles participent au combat avec un peu moins de conviction. Les préférences des enfants en matière de jeu ont toujours intrigué les scientifiques qui observent de près les garçons et les filles jouant à la poupée ou aux voitures. Une chercheuse de l'université de Cambridge s'y intéresse depuis plus de 20 ans. Lorsque j'ai commencé à me demander pourquoi les filles et les garçons préféraient tel ou tel jouet, tout le monde pensait que ces préférences étaient uniquement dues à l'influence sociale. Mais j'avais le pressentiment qu'elles étaient peut-être innées. Maintenant, nous avons les preuves que ces préférences sont en partie innées et que par la suite, elles sont amplifiées par l'éducation. Mais il semble bien que les hormones prénatales aient une influence sur le choix des jouets par les enfants. Si une fille est exposée à une haute dose de testostérone au stade prénatal, elle aura plus tendance à choisir les jouets que les garçons préfèrent. Nous sommes arrivés à cette conclusion après toutes sortes d'études. Dans l'une, nous avons observé des petites filles qui avaient reçu avant la naissance une forte dose d'hormones mâles en raison d'un trouble génétique. Ces petites filles ont été placées dans une salle de jeu où elles avaient à disposition des poupées et des voitures. Eh bien, elles étaient plus attirées par les jouets de garçons que leurs sœurs qui n'avaient pas de trouble génétique. Et elles s'intéressaient moins aux jouets de filles. Étonnamment, les singes eux aussi expriment leurs préférences. Dans une expérience scientifique reproduite ici par la BBC, Melissa Hines a mis des jouets de filles et de garçons à la disposition d'un groupe de singes vervets. That's Frank. Excellent. Blondie's a girl, I take it. She is. Blondie walks straight past. Le résultat est à peine croyable. Les mâles s'intéressent davantage aux camions alors que les femelles prêtent une plus grande attention aux poupées, au point d'en emporter une tout en haut dans les arbres. Comment expliquer cette stupéfiante répartition des rôles? Les femelles sont peut-être intéressées par les poupées parce que celles-ci ressemblent à des bébés singes et que ça correspond à leur instinct maternel. Mais alors, pourquoi les mâles sont-ils attirés par les voitures? La réponse à cette question est moins évidente. Les singes mâles n'ont pas été éduqués à aimer les voitures et à délaisser les poupées. Cela suggère qu'il y a quelque chose d'autre dans ces jouets qui les rend plus ou moins attractifs pour un cerveau qui a été plus ou moins exposé à la testostérone. Reste à savoir ce qui stimule les hormones mâles. Peut-être la forme ou la couleur du camion. Il a été prouvé que c'est ni la forme ni la couleur. D'après nos recherches actuelles, il se peut que ce soit le mouvement. Une autre étude scientifique menée à Atlanta sur des singes rhésus confirme l'intérêt masculin pour les jouets qui bougent et qui roulent. La plupart des mâles les ont nettement préférés à des peluches. Ces différences de jeu sont aussi constatées chez les chimpanzés. Des chercheurs de Harvard viennent de découvrir qu'en présence d'un morceau de bois, les jeunes mâles préfèrent le brandir comme une arme, alors que les chimpanzètes ont tendance à prendre le bâton dans les bras pour le cajoler et le bercer. Aucune étude ne décrit l'ensemble du processus, mais prises tout ensemble, ces différentes études montrent que chez l'être humain,
comme dans d'autres espèces, les hormones prénatales jouent un rôle essentiel dans le développement du comportement masculin ou féminin. Tout se joue dès la 8e semaine de grossesse. La testostérone contribue à déclencher la différenciation génitale, mais chose curieuse, elle agit aussi sur la croissance des doigts du fœtus. La longueur de l'index et de l'annulaire du nouveau-né indique donc la dose de testostérone qu'il a reçue pendant la gestation. En moyenne, les bébés garçons ont un annulaire plus grand que l'index, alors que chez les bébés filles, les 2 doigts sont en général de la même longueur. À part les organes génitaux, c'est la seule différence physique entre les nouveau-nés masculins et féminins. Cette disparité reste tout au long de la vie et si on mesure l'index et l'annulaire des hommes et des femmes, on obtient un indice de leur comportement. C'est du moins la thèse d'un chercheur anglais qui a passé sa vie à mesurer les doigts humains. Les hommes ont tendance à avoir un annulaire plus long comparativement à leur index que les femmes. La différence est faible et statistiquement, il y a un recoupement entre les 2 groupes. Mais quoi qu'il en soit, la différence est réelle. On l'observe dans tous les groupes humains que nous avons examinés. Notre échantillon de 8 spécimens en apporte la confirmation. Les 4 hommes ont tous des annulaires proportionnellement plus longs que ceux des 4 femmes. Cette proportion, qu'on appelle le ratio digital, est donc une réelle différence entre les sexes. En lui-même, le ratio digital n'a pas d'influence sur le comportement, mais c'est l'indice d'une exposition très précoce aux hormones qui, elles, ont une influence sur le comportement. C'est une période décisive dans notre développement. Elle détermine nos prédispositions ultérieures en matière de maladies, de capacités sportives et de pas mal d'autres caractères psychologiques, l'aisance verbale, l'affirmation de soi, l'agressivité, etc. Dans son labo de psychologie du sport, John Manning compare les performances des athlètes et leur ratio digital. Même si elles sont contestées, ses recherches soulignent l'influence de la testostérone prénatale sur les performances humaines. Les coureurs sont un bon exemple. Le ratio digital est un indicateur très net de leur vitesse de course. La raison de cela, c'est que le ratio digital a quelque chose à voir avec la façon dont nous assimilons l'oxygène. Ces recherches sur le ratio digital font de John Manning un téléspectateur particulièrement vigilant. Quand je vois des gens à la télé, je ne regarde pas leur visage, je regarde leurs mains. Jetons à notre tour un œil attentif sur la main d'Usain Bolt, dont l'annulaire est nettement plus long que la moyenne. Des doigts des sportifs, passons à ceux des banquiers. Une étude universitaire toute récente, menée sur 49 traders, montre que les courtiers, tous des hommes, ont la même particularité anatomique. Les traders ont en moyenne des annulaires aussi longs que les grands footballeurs, les skieurs de compétition et les surfeurs les plus réputés. Ce sont des individus qui prennent des risques. Ils ont une grande confiance en eux et sont plutôt agressifs dans leur activité de négoce. Et les études ont montré que plus les traders ont le doigt long, plus ils gagnent d'argent. Dans le monde politique, c'est la même chose. Il suffit de voir les annulaires d'Obama, de Blorer ou de Berlusconi. Berlusconi dont le long doigt indiquerait aussi d'autres qualités. Casanova lui-même a raconté dans ses mémoires comment la nature l'avait particulièrement bien gâté en lui offrant un annulaire droit surdimensionné, mais cette caractéristique n'est pas réservée qu'aux hommes. On trouve des femmes qui ont un annulaire du type de Casanova. Elles ont tendance à avoir un comportement plus viril. On les retrouve dans les métiers dits masculins, dans l'ingénierie, la finance. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles soient agressives ou qu'elles s'expriment moins bien. Ce ne sont que des moyennes. Une enquête internationale portant sur plus de 250 000 personnes a confirmé que les rares femmes qu'on trouve dans les professions à prédominance masculine ont l'annulaire sensiblement plus long que la moyenne.
une caractéristique qu'on rencontre dans les hautes sphères du pouvoir politique, y compris au Palais fédéral. Il faut savoir que cette histoire de doigts n'est pas anodine, puisque les hormones déterminent un comportement plutôt masculin ou plutôt féminin, et ceci dès les premiers jours de notre vie. Un chercheur anglais a même démontré que les nouveau-nés, filles ou garçons, ne réagissent pas aux mêmes sollicitations, ils ne sont pas intéressés par les mêmes choses. Cette recherche a porté sur 102 nouveau-nés à qui on a présenté successivement un visage et un mobile, en mesurant à chaque fois l'attention qu'il leur portait. Les garçons ont regardé plus longtemps le mobile que le visage. Alors que les filles, au contraire, ont prêté moins d'attention au mobile qu'au visage. Cette étude, qui n'a jamais été répliquée, est bien sûr controversée, mais elle a le mérite d'ouvrir le débat en postulant que dès leur premier jour, les filles ont tendance à préférer les visages et les garçons, les mobiles. Le fait que cette différence apparaisse si tôt, avant l'intervention de la culture, de la socialisation ou des parents, pourrait influencer le comportement. Le fait que ça apparaisse si tôt suggère que la biologie prénatale est en partie à l'origine de cette différence de genre. Simon Baron-Cohen s'est livré à une autre expérience. Il a analysé le taux de testostérone du liquide amniotique dans lequel avaient grandi des fœtus. Après leur naissance, il a suivi attentivement le comportement des bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Les observations de Baron-Cohen en disent long sur l'effet de l'hormone masculine. Nous avons découvert qu'entre 18 et 24 mois, plus le taux de testostérone fœtal était élevé, plus le temps d'apprentissage du langage était long. Ça signifie que l'hormone mâle est associée à un développement plus lent du langage. Nous avons aussi découvert qu'à l'âge d'1 an, plus le taux de testostérone était élevé, moins le bébé avait de contact visuel avec autrui. Nous avons filmé les enfants pendant qu'ils jouaient pour voir à quelle fréquence ils regardaient le visage de leur mère. Et il y avait là aussi une corrélation négative. Plus le taux de testostérone était élevé, moins l'enfant regardait le visage de sa mère. À partir de ces observations, Baron-Cohen postule que les hormones influencent l'organisation du cerveau et favorisent chez les garçons la compréhension des systèmes et chez les filles la compréhension des autres, c'est-à-dire une plus grande capacité d'empathie. Qu'en est-il chez les adultes ? Les femmes seraient-elles plus empathiques que les hommes? Pour le vérifier, expérience avec nos 8 spécimens et retour dans la salle d'attente pour des scènes filmées en caméra cachée. Anne-Catherine, comédienne et complice, fait semblant de recevoir un coup de téléphone. Elle fait croire que sa mère délaissée par son mari est en pleine déprime. Quelle va être la réaction des spécimens? Quelle attention vont-ils prêter au malheur de la mère d'Anne-Catherine? On va le voir sur ce terrain, les femmes sont assez différentes des hommes. La vie de tous les jours, quoi. Ouais, mais c'est tellement... tellement cliché, quoi. Et puis, dire que ça arrive à mes parents après... Puis après autant d'années de mariage, quoi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai dit, mais c'est encore la crise de la quarantaine, je veux bien, mais... Oui, voilà, j'allais dire. 70, ah, carrément. Mais ouais. Non, mais c'est... À quel âge, elle? Elle a 65. Non, mais la jeune en question. La jeune, elle doit avoir, quarantaine, 39, 40, je sais même pas exactement. Ouais. Non, mais c'est... Ah, c'est vache, quand même, ça, c'est ce qu'on... Ouais. Moi, je dis qu'on en prend plein la gueule, les femmes, hein, quand tout d'un coup, ouais. On a vécu toute sa vie avec... J'aime bien écouter les gens, ouais. Patrice Barre par une plus jeune. Après, on a dévié sur le sujet en général, justement, des relations dans le couple, des relations hommes-femmes. Sujet qui revient très souvent
Entre femmes, justement, beaucoup. Et vous arrivez facilement à vous mettre à la place de l'autre? Ouais. Je trouve, ouais. J'arrête pas de le dire, d'ailleurs, je suis la reine de l'empathie. Comme ça leur donne un regain de jeunesse. Pas sûr qu'ils reviennent. Ouais, des fois, on n'est pas... On s'imagine une fois qu'on est adulte, puis que nous... Oui. Qu'il ne va plus rien arriver à nos parents, mais... Ouais, c'est quoi, c'est vrai, c'est bizarre. Puis je sais pas trop comment faire avec elle, parce qu'elle est difficile de dire que ça va aller, enfin, se retrouver toute seule. On peut pas trop dire... on sait pas comment ça va se passer, donc on peut pas trop prévoir l'avenir. Hein. Non, ça c'est sûr, c'est clair. Je me suis dit, si elle m'en parle comme ça alors qu'on se connaît pas du tout, ben, c'est qu'elle doit elle aussi être déstabilisée. Donc pour moi, c'était important de prêter une oreille attentive. Et puis si ça peut la réconforter un peu d'en parler. Ouais, mais je pense quand même que la maman, c'est plus... Enfin, je sais pas... Oui, mais... Bon, c'est vrai que s'il y a des problèmes après, que la maman va pas bien à cause du papa... Voilà, c'est ça qui est... Je pense que les femmes sont plus curieuses que les hommes dans ce domaine-là, aussi. Puis quand il fallait remonter le moral, et puis c'est pas toujours facile. Hein. Bah non, on sait pas trop quoi dire, puis en plus... Puis des fois, on veut faire bien, puis ce qu'on dit, mais ça tombe tout à côté, ou oui. C'est juste ce qu'il fallait pas dire. Je pense que les femmes auraient une tendance à être plus Saint-Bernard. Dans le sens où je pense que les femmes s'occuperaient plus des problèmes d'ordre général des gens qui les entourent que les hommes. Les hommes, c'est plus superficiel. L'empathie est une qualité féminine, mais parmi nos spécimens, il y a une exception masculine à la règle. Ils ont passé toute leur vie ensemble. Mais bien sûr, mais c'est la crise de la quarantaine, je veux bien, mais la crise de la septantaine... Ouais, c'est rare. Hein. Ça va, quoi. Ouais, mais alors là, faudra soutenir votre maman. Là. Bah ouais. Ouais, elle s'est assez vite confiée, d'ailleurs. Mais... Ça vous gêne, vous, quand les gens se confient comme Non, pas du tout. Non. J'ai d'ailleurs... je préfère que j'ai plus de peine, moi, à me confier que le contraire. Je suis plutôt quelqu'un qui va écouter. Gianni, lui aussi, sait écouter, faire preuve d'empathie, mais pas forcément à l'égard de la pauvre mère délaissée. Enfin, c'est une jeune femme. Mais ouais, mais... Non, mais j'y crois pas, c'est surnaturel, quoi. Je me dis... C'est bien, d'un côté, à 71 ans, déjà. J'espère que ce sera juste qu'une passade et puis que ça va... Dis donc, à 71 Mais ouais, c'est ça, je me dis, c'est la crise de la quarantaine. Il m'a parlé de sa maman, qu'elle a 65 ans et que papa, il a déconné un peu. Et puis, il a perdu la tête pour une jeune femme, je sais pas quoi. J'ai dit, mais quelle fortune! Marc récupère subtilement la balle au bond pour parler d'une situation qui concerne son entourage à lui. Oh, moi aussi, moi je suis pas de ma famille, je crois. Depuis que je suis né, j'ai même personne qui a divorcé. Mais c'est vrai que j'ai un copain, ses parents, je les voyais, c'était le couple idéal. J'ai été plein de fois en vacances avec eux, ils entendaient super bien et tout. Et en fait, d'un coup, elle a commencé à se mettre complètement dans la religion, aller tous les soirs à l'église, au chœur et tout. Puis en fait, lui, il a pas. Et puis en fait, elle était vachement moins présente. Puis en fait, ça a tellement monté qu'il est parti, quoi. Ouais, alors là, je pense que les limites de mon empathie, c'est moi-même, c'est mon égoïsme. En fait, il y a des fois, je pense quand même à moi au lieu de penser qu'aux autres. Quoi. Mon père veut divorcer parce qu'il a rencontré une plus jeune. Enfin, ça, c'est des trucs à la mode. C'est tellement cliché. Non, mais c'est... Mal à l'aise, Frédéric coupe court à la discussion et change carrément de sujet. Tu rentres à Lausanne Pardon? Vous rentrez aussi à Lausanne après? Oui. Si on voit quelqu'un est triste, on n'a pas forcément envie de se mettre à sa place. Je vois pas l'intérêt d'aller s'immiscer dans la vie privée de quelqu'un. Personnellement, ça me regarde pas ce qui se passe chez une autre famille. Je veux dire, chacun a ses soucis familiaux et on en a déjà bien assez sans aller regarder ceux des autres. Ah, ça, c'est vrai que tout à coup, Ah, mais c'est ça, des fois, tout d'un coup, les hommes comme ça leur donne un regain de jeunesse. Ouais. Sûr qu'ils L'empathie fait partie des compétences sociales. En étudiant l'empathie chez les adultes et chez les enfants, nous avons constaté que les femmes, en moyenne, sont plus empathiques que les hommes. On peut le tester avec des photos de visage sur lesquelles on doit essayer de deviner quelles émotions ils expriment, de deviner ce que la personne photographiée ressent.
Les femmes parviennent nettement mieux à identifier ce que quelqu'un d'autre pense ou ressent, uniquement à partir de l'expression faciale. Ce test est reproduit avec nos 8 spécimens qui doivent choisir quel est l'adjectif qui qualifie le mieux l'expression photographiée. Le résultat est net, les femmes sont plus empathiques et sur notre échelle, elles se retrouvent toutes les 4 du côté féminin. La différence entre hommes et femmes est tellement flagrante qu'on peut se demander d'où elle vient. On pourrait imaginer que les femmes sont plus empathiques parce que c'est nécessaire pour bien s'occuper d'un enfant. Car pour essayer de comprendre un bébé qui ne peut pas s'exprimer, il faut pouvoir s'imaginer ce qu'il ressent. C'est donc un avantage d'être empathique lorsqu'on prend soin d'un bébé. Mais cette explication est une spéculation. C'est très difficile de prouver de telles hypothèses évolutionnistes. Cela dit, je pense que nos études sur les nouveau-nés montrent qu'on ne peut pas tout expliquer par des facteurs psychologiques ou sociaux. De même, nos recherches sur la testostérone montrent qu'il y a une différence avant la naissance, avant que la société et l'éducation puissent avoir de l'influence. Une partie de l'explication est donc d'origine biologique. Cette hypothèse biologique fait bondir ceux qui estiment que rien n'est joué à la naissance. Le débat est relancé depuis que des recherches ont démontré que le cerveau humain est beaucoup plus malléable qu'on ne l'imaginait et qu'il présente tout au long de la vie une forme de plasticité. Les cerveaux des petits garçons et des petites filles sont extrêmement riches en potentialités. Il n'y a que 10% des connexions entre les neurones qui sont présentes et les 90% vont se fabriquer progressivement en fonction des interactions de l'enfant avec son environnement familial, social, culturel. Et c'est cette interaction avec le milieu extérieur qui va finalement forger les goûts, les aptitudes et les traits de personnalité des garçons et des filles. L'idée d'un déterminisme hormonal qui, dès la naissance, influencerait le destin différemment chez les garçons et chez les filles, cette notion-là n'est plus défendable à l'heure actuelle à cause de nos connaissances sur la plasticité cérébrale. Bon, un petit peu de déterminisme, ça n'a rien de bien terrible. Vous savez, si vous imaginez que tout est malléable, que tout peut changer, que vous pouvez devenir un grand pianiste de concert, un grand footballeur ou un grand coureur, qu'il vous suffit de le vouloir pour l'être, eh bien, je crains que ce ne soit pas possible. Certains d'entre nous le peuvent, les autres pas. Notre comportement vient bien sûr de quelque part, en l'occurrence de notre cerveau. Et notre cerveau se développe sous l'influence de nos gènes et de notre environnement, aussi bien naturel que social. Tous ces facteurs interagissent ensemble et façonnent des êtres humains différents les uns des autres dans leur comportement. Au terme de tous ces tests, il reste à voir pour chaque spécimen comment se répartissent les capacités féminines et les aptitudes masculines. Corinne, la plus masculine des femmes, se situe au milieu de l'échelle. Non, mais je pense que c'est bien réparti, moitié-moitié. Gianni, lui, se retrouve à l'opposé de ce qu'il nous avait déclaré. Alors Gianni, moi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. D'après nos tests, en fait, vous êtes plus féminin que masculin. Ça vous surprend? Non. Non. Au contraire, ça me plaît. Je suis peut-être plus proche des femmes, c'est bien. Ça peut aider dans la vie. Marc, comme prévu, se situe dans la bonne moyenne masculine. Ça vous surprend pas, ça? Non, je pense que je suis assez terre-à-terre, rationnel. Frédéric, le papa poule, se révèle être le coq de la bande. Vous êtes un de ceux parmi les hommes qui a finalement les traits de comportement les plus masculins. Ouais, ça fait plaisir.
Ouais, parce qu'on est toujours content. J'ai pas perdu, même si j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. Anaëlle, la conductrice de camion, se trouve au milieu de la route. Donc, il y a un peu les deux réalités en vous. Hein. Oui. Ça vous surprend? Non, pas du tout. La deuxième Corinne est un vrai concentré de féminité. Vous êtes très féminine. Ah, mais alors ça me surprend pas du tout. Agnès, la banquière qui aime le tango, est féminine, mais sans plus. De bons résultats globalement, mais avec une assez forte proportion de compétences dites masculines. Ah. Ça vous surprend, ça? Ouais, un peu. C'est quoi les compétences masculines, d'ailleurs? Notamment, par exemple, un très bon résultat dans le test de l'engrenage. Vous avez fait le meilleur résultat, là, dans le... quand même 3 sur 4. C'était peut-être un coup de bol. Peut-être. Fred, le jeune électro-danseur de salsa, est un viril qui s'ignore. Non, je peux être content de cette prestation, mais moi, de toute façon, je suis jamais content de moi. Pas très masculin, ça. Ah ouais, vous trouvez? D'habitude... Mais qu'est-ce qui est masculin, puis qu'est-ce qui est féminin, pour finir? Ça fait toute l'émission qu'on en parle, là. Après 1 heure d'émission et une vingtaine de tests, les résultats sont là. À 2 exceptions près, hommes et femmes sont nettement départagés. Les différences de comportement sont donc réelles. Qu'elles soient d'origine hormonale ou sociale, on s'en méfie parce que ces disparités ont longtemps servi à justifier que Jane doive obéir à Tarzan. Mais au-delà des clichés, il y a une vérité. Différence ne veut pas dire inégalité. Voilà, cette émission touche à sa fin. Toute l'équipe de Spécimen vous remercie de l'avoir suivi. Des livres et des liens sur le sujet de ce soir sont disponibles dès à présent sur notre site internet. Un site internet sur lequel vous pouvez également revoir ou podcaster cette émission. Nous nous retrouvons après l'été. À ce moment-là, vous saurez tout sur cette drôle de manie qu'a l'être humain de mesurer son pouvoir à la grandeur de son territoire. Pourquoi le bureau du directeur est-il plus grand que celui de l'employé? Ou encore pourquoi les chats font pipi dans les coins? Réponse dans votre prochain Spécimen. Très belle soirée à tous.